Cette semaine au Balado, les manifestations et l'application du droit, Gaza et les universités américaines, entretien avec notre envoyé spécial au Liban et en Syrie, et on fait le point sur l'affaire Patrick Provost. Tout cela et bien plus dans votre Libre Podcast. Bonjour et bienvenue à votre Libre Podcast, votre balado hebdomadaire entièrement consacré à l'analyse de l'actualité de la semaine Libre Média. Je suis Francis Denis, en compagnie de mon collègue et rédacteur en chef à Libre Média, Jérôme Blanchet-Gravel. Jérôme, bonjour. Bonjour Francis. Notez que l'ensemble des sujets discutés au cours de ce balado sont également traités en format écrit sur le site web de Libre Média au www.libre-media.com. Alors, Jérôme, une semaine très chargée de l'actualité et avec plein de nouveaux articles sur notre site Internet. Et le premier sur lequel tu voulais attirer notre attention, c'est l'article intitulé Gaza, le petit Vietnam aux États-Unis, écrit par Simon Leduc, qui a eu l'occasion de s'entretenir avec l'historien Donald Couchuletta. Selon lui, le mouvement pro-palestinien ne prendrait pas autant d'ampleur si les Américains n'étaient pas aussi las de voir Washington envoyer des milliards à l'étranger alors que leur niveau de vie est en chute libre. Oui, c'est une thèse intéressante. On n'a pas beaucoup entendu parler de cette. Comment dire? On n'a pas traité le sujet sous cet angle-là vraiment. Donc, je trouve que l'article est intéressant parce que ça nous dit finalement que le mouvement pro-palestinien ne serait pas seulement appuyé par la gauche aux États-Unis, mais par une partie de la population. euh, Par la classe moyenne, finalement, qui est préoccupée par la baisse de son niveau de vie. Donc, la hausse du coût de la vie, on le sait, est excessivement forte et intense aux États-Unis. Et il y a beaucoup de gens, de citoyens américains, qui souhaitent retourner un peu comme Donald Trump à une forme d'isolationnisme. Donc, c'est-à-dire des États-Unis qui n'interviennent pas un peu partout dans le monde. On le sait, bon, qu'il y a eu un retrait progressif là, des États-Unis sur la scène internationale. Bon, depuis finalement l'Afghanistan, là, le fiasco, puis bon, ça fait quand même plusieurs régions du monde où les Américains interviennent pour finalement se retirer un peu de manière catastrophique. Là. Donc, et selon Donald Couchuletta, le mouvement pro-palestinien aux États-Unis n'aurait pas finalement cette ampleur-là si il n'y avait pas dans l'air cette espèce de refus de voir les États-Unis intervenir un peu partout. Donc, évidemment, Donald Trump va jouer un peu sur cette corde-là. Mais c'est intéressant parce que ça dépasse les clivages. Vous voyez, tu vois Mais on l'a vu aussi, Jerome Powell, cette semaine, justement, il a parlé de la permanence de l'inflation là, qui reste et qui ne veut pas s'en aller. Et donc, ça veut dire des taux d'intérêt qui vont continuer à être hauts, les baisses en repousser. Et justement, ça fait en sorte que les citoyens américains sont ils ont de la difficulté à arriver à joindre les deux bouts, un peu comme le Canada. Mais c'est donc cet appauvrissement généralisé de la classe moyenne américaine, c'est ce qui stimulerait un peu ces manifestations et ce ras-le-bol. Oui, moi, je l'ai appris parce que honnêtement, j'avais jamais vu ça sous cet angle-là. Donc, c'est important, c'est ça, d'aller chercher des avis à droite et à gauche pour justement essayer de comprendre les phénomènes sous toutes leurs dimensions. Là. Donc, c'est ça. C'est intéressant parce que on voit que le mouvement anti-système aux États-Unis, entre guillemets, est en train d'abord, c'est ça, de s'étendre. Il y a évidemment le fameux candidat anti-système, le Robert Kennedy Jr., qui n'est pas appuyé par sa famille. On a parlé de lui la semaine dernière, qui lui aussi joue un peu sur cette sensibilité-là. Par contre, bon, il faut quand même l'admettre, il y a encore beaucoup de l'extrême gauche là, parmi ces mouvements contestataires. Mais c'est un peu plus complexe qu'on pourrait le croire. Puis évidemment, bon, la riposte d'Israël qui a été qui est disproportionnée finalement, là, tout le monde le reconnaît, même si les attaques du 7 et 8 octobre étaient d'une violence. On n'avait jamais vu un tel niveau de violence, disons, dans les dernières années. Enfin,
C'est des images qui sont insoutenables. Même les spécialistes de la torture étaient choqués par les exactions du Hamas à l'est de la bande de Gaza, là, dans les fameux, pas les kibbutz, là, mais c'est ces fameux quartiers. Donc, enfin, on va voir aussi à McGill. Je sais que toi-même, tu es allé faire un tour hier pour prendre quelques photos du campement à McGill, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Bon, j'habite pas loin, je suis au centre-ville de Montréal. Je suis allé faire ma petite marche, mais en même temps, je suis allé vérifier un peu qu'est-ce qui se passait parce que le premier ministre François Legault a demandé, en tout cas, je ne sais pas comment ça fonctionne dans la chaîne de commandement exactement, là, les différentes hiérarchies, parce qu'on sait que ces organismes d'État sont composés d'un organigramme assez complexe. Alors, c'est difficile de faire le suivi, mais on a vu dans les médias, en conférence de presse, le premier ministre François Legault qui a demandé à ce qu'on démantèle au SPVM directement, a demandé à ce qu'on démantèle le campement. Et bon, je me suis dit, bon, ben, en tout état de droit, il me semble que c'est lui qui a l'autorité ultime et donc les chaînes de commandement vont s'appliquer et que finalement, on va assister au démantèlement de force manu militari de ce campement. Mais finalement, on se rend compte que c'est bizarre, mais disons que le premier ministre du Québec n'a pas nécessairement l'emprise sur le SPVM parce qu'il n'y a rien eu. Mais en même temps, je me suis rendu sur place puis j'ai trouvé que, bon, je m'attendais à... Parce que c'est sûr qu'avec avec les médias sociaux aujourd'hui, on a tendance à confondre un peu les événements. On peut penser à Washington, on peut penser à ce qui se passe dans les universités américaines et penser que c'est exactement la même chose qu'il va avoir à côté de chez nous à McGill. Et donc, je m'attendais un peu à cette atmosphère de violence et de fortes contestations. Mais quand je suis allé, je me suis rendu compte que c'était assez bon enfant. Oui, il y avait beaucoup de policiers, il y avait un périmètre formé par les policiers. Et d'un côté, les manifestants pro-Gaza, disons ça comme ça, et de l'autre côté, une contre-manifestation pro-israélienne. Mais c'était assez bien qu'il y avait du bruit et des haut-parleurs et tout ça. Il n'y avait pas de violence. Je n'ai pas senti un climat tant que ça de violence, même qu'il y avait des on a toujours ces juifs assidiques, antisionistes là, qui sont présents et qui aident aussi à peut-être déracialiser un peu ce conflit-là et ces différentes manifestations. Mais aussi, il y avait des juifs, disons, laïcs de la gauche israélienne, disons, ou disons l'équivalent de la gauche israélienne. euh, qui était du côté de pro-Gaza et tout ça. Donc, c'était assez varié. Donc, il y avait pas de tension plus qu'il faut, bien que c'est sûr que l'occupation comme ça, et c'est très insalubre, là, on dirait véritablement des campements de camps de réfugiés en plein centre-ville. Ça fait un peu malpropre. Même qu'à cet endroit-là, il y avait des moustiques. Là, je ne sais pas si c'est le printemps, mais en tout cas, j'ai marché une petite heure et il y avait des moustiques sur place. Il n'y en avait pas dépassé le périmètre. Alors, je ne sais pas si c'est l'insalubrité qui a fait en sorte que les moustiques se sont manifestés. Bon, enfin, voilà, c'est un peu mon expérience d'hier. Oui, oui, oui. Mais bref, les gens couchent là, depuis plusieurs jours sur le terrain de McGill, là. Oui, oui, c'est ça. Ils ont mis un périmètre avec on pourrait dire pas des 2 par 4, là, mais des planches de plywood. Et, tu sais, c'est quand même un campement un peu plus sophistiqué que simplement des tentes comme ça, là. Je ne sais pas s'ils font des feux. On sait que la mairesse se plante a empêché de faire des feux. Elle a condamné l'ensemble des feux de foyer de l'île de Montréal. Je ne sais pas si là-bas, ils ont le droit de faire des feux, sûrement, parce que on sait à quel point c'est à géométrie variable, ce genre de règlement. Mais sinon, j'ai oublié de le dire, mais la thèse aussi de M. Cuccioletta, c'est de faire un parallèle avec le mouvement de mobilisation contre la guerre du Vietnam. Et forcément, il n'est pas le premier à le faire, là, mais c'est ça qui est intéressant. Donc, l'article s'intitule Gaza, le petit Vietnam des États-Unis. Donc, puis bon, le mouvement de contestation est parti dans les deux mêmes universités qui étaient finalement les deux foyers principaux de l'opposition à la guerre du Vietnam dans les années 60. Donc, Berkeley et Columbia forçaient donc la côte Est et la côte Ouest. Mais en Donc, même temps, c'est pas les premiers mouvements étudiants qui font référence au Vietnam, là. Je veux dire, c'est récurrent même que oui, c'est mais c'est ça, peut-être c'est comme une référence de chaque l'imaginaire. génération veut revivre un peu ces manifestations contre la guerre du Vietnam et à participer et manifester sa vertu devant Ben tout le oui, monde en manifestant pour cette bonne cause. une sorte de mouvement, oui, rejouer un peu la contre-culture. Et ça me fait.
Bon, ça pose toutes sortes de questions parce que, bon, on dit un mouvement pacifiste. Qu'est-ce que le pacifisme dans le conflit actuellement entre Israël et le Hamas? C'est-à-dire que être pour la Palestine, c'est pas nécessairement une position anti-guerre, dans le sens où là, on sait que la cause palestinienne, c'est une cause qui est supportée par l'Iran, notamment, là, qui vient probablement d'obtenir la bombe nucléaire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire être pacifiste? Peut-être, bon, pour une trêve, évidemment, un cessez-le-feu. Mais je vois pas d'issue là, vite comme ça, évidemment. Là. Donc, être pacifiste, quand on est contre Israël, pour ou contre Israël, est-ce que c'est une position qui vraiment est pour la paix, dans la mesure où les ennemis d'Israël sont évidemment pour une logique de militarisation, là. Donc, ils sont pour faire la guerre à Israël. Israël est pour faire la guerre finalement au Hamas et à ses soutiens. Donc, est-ce que c'est possible qu'est-ce que ça veut dire être pacifiste finalement? Donc, quand on dit un mouvement pacifiste, je vois pas exactement là. Non, effectivement, puis ça m'amène à parler d'un deuxième article qui porte sur, cette série de manifestations en cours un peu partout, en Amérique, du Nord et même en France. Là, on a vu Sciences Po et tout ça là, qui se sont joints à la partie et qui, eux aussi, veulent vivre ce romantisme révolutionnaire, pourrions-nous dire. Cet article qu'on retrouve, sur la plateforme web de Libre Média ou libre-media.com, l'intitulé «De la COVID à Gaza, les manifestants, pardon, tous égaux devant la loi?» Point d'interrogation. Alors, le président du Centre juridique pour les libertés constitutionnelles, John Carpay, dénonce le fait que les manifestants défendent des causes perçues comme progressistes bénéficient souvent au Canada d'un traitement de faveur. Alors, y a-t-il un deux poids, deux mesures dans les manifestations au Canada, selon toi, et selon John Carpay, Jérôme? De plus en plus. De plus en plus, on voit que le droit, malheureusement, est appliqué de manière arbitraire, selon des causes, effectivement, selon des perceptions. Et John Carpay refait là, un peu l'historique là, des derniers mouvements de contestation au Canada en passant par les chemins de fer. Là, vous vous rappelez, il y a eu des blocus finalement de militants autochtones et non autochtones là, contre des pipelines dans l'Ouest canadien. Et bref, John Carpenter vient à la conclusion que les autorités ont souvent fait preuve de beaucoup plus, disons, de doigté quand il s'agissait, D'indulgence. ouais, d'indulgence, ouais, quand il s'agissait de causes qui étaient relativement politiquement correctes, là, ou du moins d'une plus proche de la gauche d'une manière très générale, là, parce qu'encore là, l'opposition aux mesures sanitaires a carrément fédéré une grande partie de la droite et de la gauche. Et là, ça a dépassé même le clivage gauche-droite. Mais c'est intéressant. Plus proche de la gauche ou plus proche du parti au pouvoir ou de l'idéologie au pouvoir, selon toi? L'opposition aux mesures sanitaires? Non, par exemple, ce deux poids, deux mesures devant les manifestations, tu as dit que c'était surtout, il y avait plus d'indulgence envers les manifestations qui étaient dites de gauche. Oui, Mais oui. est-ce que c'est le fait d'être à gauche ou d'être du côté du pouvoir? Par exemple, on peut penser que justement le, le- le Parti libéral actuellement, c'est un parti de gauche fondamentalement, là, en ce moment, en tout cas les politiques qu'ils s'appliquent. Donc, on peut concevoir que ça fait le jeu du pouvoir que ces manifestations. Donc, est-ce que c'est lié Ah oui, à quel peut-être. parti est au pouvoir ou est-ce que c'est lié à l'idéologie comme telle? Ben, je pense que c'est un peu les deux. Après, il s'agirait de voir si les conservateurs reviennent au pouvoir, est-ce que on va citer, bon, est-ce qu'ils seront plus indulgents envers les manifestations qui seraient plus proches de leurs idéaux? Ça serait intéressant de voir ça. Mais en même temps, la gauche est tellement imprégnée dans les institutions que c'est presque rendu la même chose, là, finalement. C'est quelque chose que je répète souvent, mais quand Poilievre va arriver au pouvoir, est-ce qu'il va être capable vraiment euh, de faire le ménage et de dégager vraiment tout le courant woke des institutions canadiennes parce que c'est profondément ancré, là. Donc là, c'est venu même presque à se confondre, là, les institutions canadiennes et le Parti libéral. Le Parti libéral qui est carrément c'est un parti, Une partie d'État finalement, non? ouais, un parti d'État, un parti de pouvoir, mais qui est carrément intégré aux institutions canadiennes. Là. Euh, un autre exemple très clair, ça a été quand des manifestants ont fait tomber des statues, évidemment, de toutes sortes de personnages historiques. Là, c'est moins
en vogue actuellement. Il y en a ça, il y a eu de ça partout dans tous les pays américains, il y a eu un peu de ça. Et évidemment, à chaque fois, on regardait la police regardait finalement les manifestants abattre ces statues-là sans intervenir, alors qu'évidemment, c'était des actes de vandalisme là, qui sont très, très clairement proscrits dans la loi. Ouais, à ce niveau-là, justement, j'avais peut-être une question, qui est une réponse en même temps. Justement, au Québec, à Montréal, et c'est la statue de Johnny McDonald là, qui est tombée, qui a même été décapité, je pense, en tombant. C'est assez symbolique. Est-ce que, selon toi, si ça avait été, par exemple, des Canadiens français qui l'avaient déboulonné en représailles des 100 ans plus tard pour la crise des Métis et le pendaison de Louis Riel, est-ce qu'il y aurait eu davantage d'intervention des policiers pour empêcher ce déboulonnage de statues? Très bonne question. Justement, ça fait référence à ce deux poids, deux mesures là, dont l'article tente une réponse à cette question. Oui, oui, oui. Puis il y avait des nationalistes qui étaient pas tout à fait défavorables là, au retrait de la statue de Johnny McDonald. Et moi, je me disais, faites attention parce que vous êtes peut-être les prochains. Là. C'est-à-dire, quand ça va être Champlain, va s'agir de déboulonner Champlain ou Jacques-Cartier, ça va arriver. Là. Tu sais, et je pense que Mmh. c'est arrivé aussi. Mais Champlain, c'est quand même un personnage aujourd'hui très politiquement correct, là, avec le rêve de Champlain, Oui, nos, oui, ma- oui, effectivement. nos hommes marieront vos femmes, ils ne feront plus qu'un seul peuple. Donc, il y a quelque chose de très beau, de très contemporain dans le rêve de Champlain. Oui, Le c'est rêve ça. de métissage dont on a parlé avec Marco Vingendaire la semaine dernière. Mais à qui on a voulu s'en prendre récemment, un personnage du Canada français, là, c'est pas. Il y en a eu, là. Donc, Ouais, à Montréal, on s'est pris à Amherst. Là, on a enlevé la rue de Amherst pour la remplacer par Atataken, parce que justement, il avait été très, très, très dur, ce général anglais avec les Amérindiens. mais bref, quand on a un homme blanc, francophone ou anglophone, britannique ou français ou espagnol, là, disons que il y a des chances qu'on soit visé éventuellement par ce courant-là, mais qui actuellement, c'est ça. Le courant décolonial, on entend un peu moins parler ces temps-ci. Mais c'est ça, ça pose la question. John Carpey, finalement, s'inquiète d'un déclin du droit. Là. C'est-à-dire, le droit doit être appliqué de manière uniforme. Quand on dit De manière aveugle, surtout. exact. Donc, le droit ne s'intéresse pas à la cause défendue, là, à moins que ce soit vraiment un discours haineux où on appelle sur la place publique à exterminer un groupe de personnes. Le droit s'applique de la même façon, quelle que soit la cause défendue. Donc, que ce soit la cause palestinienne, la cause israélienne, que ce soit l'opposition aux mesures sanitaires, que ce soit l'opposition au dit régime colonial. Donc, et c'est pas ce à quoi on assiste depuis quelques années au Canada. Et donc, ça s'inscrit dans un portrait plus global de déclin de l'état de droit. On en a beaucoup parlé, mais c'est extrêmement inquiétant. Donc, le droit qui est utilisé de manière discrétionnaire par les dirigeants, par les autorités, alors que la règle de droit, elle doit s'appliquer à tout le monde de la même manière. Et c'est pas ce à quoi on assiste. Non, mais c'est clair parce que, comme l'a dit François Legault lui-même hier, les manifestations, avoir un campement, c'est pas légal. Là. Il y a le droit de propriété, ça appartient à l'Université McGill et donc c'est un terrain que l'université offre à l'ensemble de la population, puisque les gens peuvent y aller, peuvent aller pique-niquer, par exemple, et tout ça. Mais là, on a véritablement des groupes individus, des groupes de la société civile, qui par ailleurs ont le droit d'exister, ont le droit d'avoir leur propre manifestation et tout ça, mais c'est des terrains publics. Alors moi, hier, par exemple, si j'avais voulu traverser ce parc-là pour me rendre dans un pavillon ou un autre de l'Université McGill, je ne pouvais pas parce que là, j'avais des policiers qui m'empêchaient de passer parce que justement, eux, ils étaient là pour manifester. Donc, ils enfreignaient illégalement mon droit à traverser ce parc-là. Chose qui peut être légitime lorsqu'on demande la permission pour une manifestation temporaire. On le voit, par exemple, quand il y a des manifestations qui vont dans la rue ils sont escortés par des policiers qui leur permettent, pour les raisons de sécurité, de passer. Mais
en même temps, ma voie qui est obstruée pendant le moment qu'elle passe, elle est temporaire. Il ne pourrait pas installer des campements. Donc là, il y a véritablement une loi qui n'est pas appliquée et on peut penser à long terme, qu'est-ce que ça fait lorsque la loi n'est pas appliquée? Ça fait une loi qui est de plus en plus bafouée par les groupes de pression qui ont peut-être une cause juste, mais ça peut être aussi le cas par des groupes de pression qui ont des causes moins justes et finalement, ça peut venir à l'anarchie au chaos. Donc, comment réussir à se faire entendre sans brimer le droit des autres et à jouir d'un lieu public sain et paisible, c'est quelque chose qui... C'est vraiment un débat, là. Mais je suis d'accord avec toi. La loi est la loi. Si vous n'êtes pas d'accord avec la loi, changez-la. Mais pendant que la loi est en application par les mois elle a été votée par des moyens démocratiques, elle doit être appliquée. Et là, le fait qu'elle ne le soit pas parce que la cause, entre guillemets, elle est perçue comme juste, c'est pas suffisant comme critère de non-applicabilité du droit. Absolument pas. C'est pas un critère de droit, là. J'invite vraiment les gens à aller lire le texte parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'exemples. Et c'est très clair, là. Et un dernier, bien évidemment, c'est qu'il y a eu toutes sortes de manifestations antiracistes durant la pandémie et tout d'un coup, les mesures de distanciation sociale, finalement, n'étaient pas aussi importantes qu'on le disait parce que là, il s'agissait de manifester contre le racisme contre les Noirs aux États-Unis. Et là, la distanciation sociale n'était plus importante parce que c'était une bonne cause. Donc, vous comprenez qu'on est carrément dans l'arbitraire, dans un jeu de perception. On n'est pas dans le droit, on est dans l'idéologie. Donc, allez lire le texte. Et pour parler de la situation au Moyen-Orient, nous rejoignons notre envoyé spécial au Liban et en Syrie, Alexandre Aoun. Bonjour, Monsieur Aoun. Bonjour. Donc, vous êtes l'envoyé spécial de Libremédia au Liban et en Syrie. Vous êtes en train de préparer une série de papiers pour nous. En fait, vous avez déjà publié 2 articles sur notre site. Le premier intitulé Les chrétiens face à la crise à Gaza. En fait, pour le titre exact, c'est plutôt Les chrétiens libanais face à la guerre à Gaza. Et vous venez de publier votre deuxième papier, Tripoli, cette ville du Liban au carrefour de toutes les tensions. Pouvez-vous nous parler d'abord de vos premières impressions sur le terrain à votre arrivée là-bas? Écoutez, moi, ça fait maintenant plus de 10 jours que je suis sur place. Le Liban, c'est un peu le pays c'est un peu la caisse de résonance de toutes les instabilités régionales. Donc, il y a une sorte, en fait, en m'entretenant avec tous les Libanais que je peux croiser au cours de mes reportages, il y a une sorte d'habitude, de résilience vis-à-vis de toutes ces crises. Automatiquement, ils sont inquiets compte tenu de l'ampleur de la crise à Gaza et des retombées sur le sol libanais, mais ils continuent à vivre indépendamment des bombardements israéliens au sud du pays, indépendamment des tensions confessionnelles qu'il peut y avoir au sein du pays. Disons que ouais, c'est une sorte de stabilité dans l'instabilité ou inversement d'instabilité dans sa stabilité. Le peuple libanais est habitué à vivre des séries de crises et à être impacté par des crises qui ne sont pas en fait au sein même de leur pays. On peut citer la crise syrienne qui a eu des impacts au Liban, la crise à Gaza qui a des impacts au Liban, etc., etc. Oui. Et donc, ce qui vous frappe d'entrée de jeu, c'est que la vie continue, hein, finalement, par rapport, on revient souvent à Libremédia au confinement en Occident, mais on sent très bien, effectivement, dans 2 textes que vous avez publiés, il y en aura d'autres, cette vie qui grouille dans la rue malgré tout, hein? Ah oui, parce que en fait, le Libanais en fait est même connu pour aimer la vie, pour indépendamment des conflits qui sont autour de son pays. Comme je l'expliquais dans un de mes premiers papiers sur les quartiers chrétiens à Beyrouth ou dans les autres quartiers chrétiens, tous les restaurants sont ouverts, les bars sont ouverts, il y a de la musique, les gens vivent normalement, mais en fait dès lors qu'on va leur parler de politique, en fait, on sait très bien qu'ils sont marqués, les Libanais, politiquement. Donc, les esprits vont vite s'échauffer, chacun a son avis sur la question, et puis le peuple libanais est très politisé. Donc, je pense qu'il y a une sorte de parenthèse qu'ils essayent de tout simplement faire comme si le conflit n'était pas à quelques dizaines de kilomètres, faire comme s'il n'y avait pas de bombardements israéliens régulièrement sur le pays, etc., etc. Donc c'est
oui, l'amour de la vie plus que la peur de la mort, entre guillemets. Ah oui, c'est bien dit ça. Un de vos axes principaux, c'est évidemment la réaction de la population libanaise par rapport à l'offensive israélienne à Gaza, déclenchée, on le sait, en réaction aux attaques des 7 et 8 octobre du Hamas. La population, évidemment, n'est pas homogène. Là, son point de vue n'est pas homogène sur la question. Vous y revenez plus en détail dans vos textes, forcément, mais comment vous décririez finalement la population libanaise face à la recrudescence du conflit israélo-palestinien, les grandes lignes? Dans les grandes lignes, en fait, il faut comprendre que le conflit israélo-palestinien, c'est un peu la centralité est revenu au centre de la géopolitique régionale. Le Liban a toujours été impacté par ce conflit-là et le Libanais se sent solidaire du peuple gazaoui, solidaire du peuple palestinien dans son ensemble, dans sa grande majorité, toutes confessions confondues. Sauf qu'il faut savoir que la guerre civile libanaise, sans rentrer dans les difficultés, les complexités de ce conflit, a démarré à cause des réfugiés palestiniens qui menaient des actions contre l'État d'Israël en 1975, ce qui a débouché sur le conflit civil au Liban de 1975 à 1990. Et il y avait en fait une sorte de scission au sein de la population libanaise entre anti- et pro-palestiniens. Aujourd'hui, moi, quand je me balade dans la rue, les gens vont être solidaires de la cause palestinienne. Mais il y a certains Libanais, notamment les chrétiens, certains chrétiens, qui vont être encore dans leur jugement. On va sentir qu'il y a les stigmates de la guerre civile qui reviennent en disant oui, ce sont les Palestiniens qui ont créé le chaos au Liban. On ne peut pas être solidaire d'eux. Ils vont pas être solidaires d'Israël pour autant, mais ils vont dire qu'ils se battent entre eux. Il va avoir une sorte d'indifférence. Mais dans son ensemble, la population libanaise et même, là je reviens de Damas, la population syrienne est dans sa grande majorité solidaire du peuple gazaoui et même du Hamas contre l'armée israélienne. C'est quelque chose d'étonnant du point de vue d'un naïf Canadien comme moi, d'un Québécois, le fait que quand même un certain nombre de chrétiens, un nombre important de chrétiens libanais soutiennent le Hamas. C'est ce qui transparaît dans votre article. Là. Je répète le titre, Les chrétiens libanais face à la guerre à Gaza, publié le 25 avril dernier. On aurait pu penser, Alexandre Aoun, que les chrétiens seraient plus méfiants de l'islamisme en général, parce qu'on le sait, les chrétiens d'Orient souffrent de politiques discriminatoires et d'ailleurs, leur population a diminué au Moyen-Orient dans les dernières décennies. Mais non, les chrétiens, une partie des chrétiens libanais appuient le Hamas malgré l'hostilité finalement des islamistes aux chrétiens, si je résume. C'est un peu étonnant. Mais en fait, ça s'explique. Ça s'explique du fait que, par exemple, le Hamas, c'est un parti nationaliste islamiste à Gaza. Ils vont mener des politiques contre Israël et surtout que le Libanais chrétien ne va pas reconnaître Israël comme étant un État fiable. Israël a occupé le Liban pendant 22 ans, une partie du Liban, jusqu'à, en tout cas, le sud du Liban. Donc, il y a une histoire conflictuelle avec Israël. Donc, je pense que c'est pas un choix assumé, mais c'est un choix par défaut. En gros, c'est soit on appuie Israël, mais on peut pas appuyer Israël, sachant qu'il y a eu une occupation du sud Liban pendant 22 ans, mais on appuie le Hamas parce que sous le regard libanais, c'est là où vous avez raison de poser cette question, parce que nous, d'un point de vue occidental, on va trouver ça étrange, mais d'un point de vue libanais, ils vont se dire, mais en fait, les Palestiniens et les Gazaouis vont subir de nombreuses exactions, donc c'est normal qu'ils se rebellent. Donc il y a une sorte de compréhension de la lutte du Hamas. Mais comme je le répète, ça c'est pas partagé par la totalité des Libanais chrétiens. C'est assez divisé parce qu'il y a une partie des Libanais chrétiens qui vont tout simplement être indifférents au sort des Gazaouis. Intéressant. Donc, ce qui vous frappe, peut-être que ça vous étonne pas, mais l'unité quand même de la rue arabe face à l'offensive israélienne qui est perçue comme nettement démesurée, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, vous avez été en Syrie, vous êtes actuellement au nord de Beyrouth, et est-ce que ça vous surprend une unité aussi forte ou finalement c'est la suite logique finalement des humiliations subies par le peuple arabe au 20e siècle
Et finalement, cette frustration remonte à très loin et ce n'est finalement que le trop-plein accumulé se traduit de cette façon-là, malgré les exactions du Hamas des 7 et 8 octobre qui, on le sait, ont dépassé tout ce qu'on peut imaginer en termes de violence. Là. Bon, les gens répondront que l'offensive israélienne n'est pas moins violente, évidemment, en termes de victimes. Là, ça, c'est sûr que on peut s'entendre là-dessus. Mais bref, est-ce que ça vous surprend ou finalement, pour vous, c'est la continuité finalement de ce qu'on avait observé dans les dernières décennies? En fait, il faut rappeler que s'il y a bien une cause qui fédère dans le monde arabe, indépendamment des confessions, de l'appartenance confessionnelle, c'est bien la lutte contre Israël. En tout cas, dans la rue arabe. Parce que je précise bien, c'est la rue arabe, donc le peuple arabe et non les dirigeants. Les dirigeants arabes sont assez discrets sur cette question-là, vont être un peu aux ordres des États-Unis ou vont critiquer, vont déplorer, vont condamner, mais il va pas y avoir de sanctions, il va pas y avoir d'aide ouverte au Hamas ou au peuple palestinien. Mais en tout cas, au sein de la rue arabe, c'est très affiché, très marqué anti-israélien. Mais jusqu'au bout des ongles. Hein. C'est quelque chose que on va dans les rues de Beyrouth, de Tripoli. Je suis allé aux quatre coins du Liban pour mener différentes enquêtes et différents reportages. Il y a pas un Libanais qui va être pro-israélien. Et pareil encore plus pour la Syrie. Vous dites même que on a même des protecteurs de téléphones mobiles là, à l'effigie du Hamas, des tasses, donc il y a tout un éventail de produits. C'est même devenu un commerce finalement là. En fait, c'est tellement devenu populaire dans certains quartiers, notamment musulmans, etc., de vendre. Déjà, le kéfier était déjà l'icône, le vêtement représentant la résistance palestinienne était déjà très très populaire depuis des décennies et des décennies. Mais là, on a remis au goût du jour des résistants palestiniens comme le porte-parole du Hamas qui s'appelle Abu Obeida ou des cadres du Hamas où il va y avoir des portraits qui vont être vendus sur des marchés locaux parce que ça prouve à quel point cette cause est devenue populaire. Et j'en reviens à ma question. Effectivement, la cause palestinienne a fédéré les peuples arabes, vous dites en dépit des confessions. Donc, vous retournez au panarabisme, c'est-à-dire avant l'islamisme, ou du moins pendant. On sait que ça s'est chevauché un peu l'islamisme et le panarabisme. Mais le panarabisme, rappelons-le, est un mouvement qui incluait les chrétiens. Là. Et pour vous, c'est pour ça que c'est pas si étonnant de voir des Libanais appuyer le Hamas, parce qu'à une certaine époque, le panarabisme et en fait la cause palestinienne, c'est ce qui permettait de faire fi des différences confessionnelles. Totalement. Et puis, juste pour revenir sur l'histoire du panarabisme, qui a eu, en fait, il y a eu l'échec du panarabisme et l'essor de l'islamisme à ce moment-là. C'était à l'époque de Nasser, dans les années 60-70, à la fin, à l'échec de la guerre israélo-arabe en 1967. Peut-être rappeler à nos auditeurs quand même ce qu'a été le panarabisme là, dans ces décennies cruciales. Peut-être le panarabisme, en fait, c'est un mouvement, en fait, une volonté d'émancipation arabe, indépendamment de la confession. Beaucoup de chrétiens syriens, libanais, égyptiens, de sunnites, de chiites se sont mis à s'éveiller intellectuellement pour essayer de base s'opposer à l'Empire ottoman. Je remonte un peu dans l'histoire, et après l'Empire ottoman, il y a eu l'imposition de l'État d'Israël avec l'arrivée des Juifs venant d'Europe, qui a en gros accaparé des terres qui étaient majoritairement peuplées de Palestiniens, et ce qui a généré en fait des conflits en 48, en 67, en 73 contre l'État d'Israël. Ce qui a formé dans la région une sorte de, comme vous l'avez dit, l'émergence d'un panarabisme pas cette fois-ci intellectuel, mais politique et militaire, par le biais de Jamal Abdel Nasser, le président égyptien de l'époque. Sauf qu'il y a eu 3 défaites arabes contre Israël, et il y a eu l'échec du coup du panarabisme et l'essor d'un islamisme. Et cet islamisme est plus radical en termes d'idéologie, par rapport à sa doxa, par rapport à sa volonté d'imposer un modèle sociétal, social, etc., économique, et même vis-à-vis des minorités. Donc aujourd'hui, les gens au Moyen-Orient, indépendamment du Hamas et de son idéologie islamiste avérée, c'est clair et net,
quoi qu'il arrive, en fait, lutter contre Israël prendra le dessus. Qu'importe l'ennemi, en fait. Qu'importe la personne qui mène son combat contre Israël, au Moyen-Orient, il y aura une sorte ça va fédérer un mouvement derrière ce mouvement-là. Parce qu'ils vont dire, quoi qu'il arrive, le mal au Moyen-Orient, c'est Israël. Et donc, c'est partagé par la grande majorité des peuples arabes au Moyen-Orient. Moi, je l'ai vu à Beyrouth, à Damas, mais c'est la même chose à Bagdad ou à Amman. C'est vraiment une cause commune. Et aujourd'hui, le Hamas, en faisant cette attaque du 7 octobre, a, on va dire, recentralisé la cause palestinienne au cœur des débats, au cœur de l'actualité. Et on le voit comme je le décris dans mes reportages, beaucoup de drapeaux palestiniens, beaucoup de produits dérivés pour les résistants du Hamas, etc., etc. Donc, ça prouve bien que aujourd'hui, indépendamment que ça soit du Hamas ou pas, c'est la centralité de la cause palestinienne qui revient sur le devant de la scène. Et justement, est-ce qu'on peut penser que le monde arabe a besoin finalement de cette cause-là pour s'unir, une certaine unité? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut réellement une solution à ce conflit qui paraît de plus en plus insoluble, ou finalement, en fait, si on trouvait une solution, peut-être que c'est celle des deux États, mais le monde arabe, finalement, dans un monde utopique où on aurait réglé la question palestinienne, se retrouverait finalement face à des divisions beaucoup plus importantes. Donc, c'est un peu la logique du bouc émissaire aussi, d'une certaine façon. Bon, Israël, qui n'est pas un État parfait, c'est moins qu'on peut se dire, là, mais qui c'est ça, est un peu le bouc émissaire, finalement, de tous les problèmes, entre guillemets, du monde arabe. En fait, c'est un peu le propre des régimes en place. Ils vont souvent accuser, comme ils reprennent cette expression, l'ennemi sioniste pour caractériser Israël, pour éviter de parler de leurs problèmes internes. On va voir au Liban, on va voir en Syrie, les communicants et les dirigeants des pays vont parler du conflit israélo-palestinien pour éviter de parler des problèmes internes. C'est un peu ça leur permet d'éviter de parler des réels problèmes intrinsèques à ces pays-là. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a beaucoup de divisions au sein du monde arabe, entre Syriens et Libanais, entre sunnites et chiites, entre chrétiens, etc. Il n'y a pas une unité. L'unité, elle est de façade dès lors qu'il s'agit d'Israël. Mais comme je le répète, il s'agit du peuple arabe. Les dirigeants, c'est autre chose. On voit qu'il y a de plus en plus de pays arabes qui sont tentés par une normalisation avec l'État hébreu. L'Égypte a déjà normalisé depuis 1979, il y a la Jordanie depuis 1994, il y a les accords d'Abraham avec les Émirats, Bahreïn, le Soudan et le Maroc qui ont normalisé, il y a l'Arabie Saoudite qui commence de plus en plus à être tentée par une normalisation, mais cette normalisation aujourd'hui doit être faite avec certaines conditions. Et les conditions, c'est la création d'un État palestinien. Mais aujourd'hui, l'État hébreu, et notamment Benjamin Netanyahou, refuse catégoriquement la création d'un État palestinien. Donc, on arrive en fait à une sorte de... un obstacle qui paraît insurmontable aujourd'hui. Est-ce que l'État palestinien est viable? Je ne sais pas. Est-ce qu'on n'irait pas plus vers un État binational où les citoyens juifs et les citoyens non juifs auraient les mêmes droits? C'est toutes des questions qui sont débattues et redébattues dans chaque capitale arabe. Et même sur tous les plateaux télé, on évoque cette solution-là qui... peut-être si un État palestinien n'est pas viable, pourquoi pas aller vers un État binational? Ouais. Et une autre question, c'est celle des réfugiés à laquelle vous vous intéressez beaucoup parce que, il y a des camps palestiniens au Liban, ce que vous évoquez dans votre deuxième papier, et ces fameux réfugiés palestiniens qui sont rejetés la plupart du temps par les populations et même les gouvernements arabes. Donc, c'est un peu le grand paradoxe, c'est-à-dire une solidarité envers la Palestine qui superficiellement est très, très forte, mais quand vient le temps d'accueillir des réfugiés palestiniens, disons, on met la pédale douce, comme on dit au Québec, là. Donc, et au Liban, vous dites dans le deuxième reportage que les Palestiniens, finalement, n'ont pas la nationalité libanaise et souffrent de politiques discriminatoires à l'embauche. Donc, pouvez-vous nous... oui, en fait... Ces phénomènes un peu qui semblent contradictoires pour, du moins, vu de l'Occident. Totalement. En fait, il faut savoir que
en gros, dès qu'il y a eu la première défaite arabe contre Israël en 1948, il y a ce qu'on appelle la Nakba, en arabe, qui veut dire la grande catastrophe. Et ça a débouché sur un exil massif de nombreux Palestiniens dans les pays limitrophes, donc Jordanie, Syrie et Liban. Et le Liban a accueilli plusieurs centaines de milliers de Palestiniens qui se sont installés dans différents camps. Il y en a 12 répartis sur un peu tout le territoire libanais. Il y en a 2 vers Tripoli, il y en a 3 au sud du Liban, il y en a 4-5 vers Beyrouth. Donc, et ils vivent en fait dans des camps qui sont retranchés un peu en périphérie des villes ou même au sein même des villes. C'est vraiment une ville dans la ville où il n'y a pas vraiment de tout à l'égout, il y a beaucoup d'insalubrité. Les Palestiniens vivent un peu dans une densité démographique qui est quand même assez impressionnante. Ils peuvent pas être employés dans certains corps de métier qui leur sont interdits, par exemple avocats dans le commerce, dans les banques, ingénieurs, etc. Donc ils font des petits boulots. On les reconnaît, les Palestiniens, ils vont travailler généralement dans les métiers manuels, que ça va être dans le bâtiment ou dans l'agriculture. Aujourd'hui, le Liban leur accorde pas la nationalité parce qu'en fait, ils se disent dans une logique un peu tirée par les cheveux, mais c'est si on leur accorde la nationalité, ça voudrait dire qu'ils n'auraient pas le droit au retour en terre de Palestine. Donc, ça voudrait dire, en lisant entre les lignes, que Israël a gagné. Sauf que dans la volonté libanaise et même syrienne, ça serait de dire on vous accorde pas la nationalité parce qu'on croit à votre droit en retour. Mais le problème, c'est que c'est un peu c'est un vœu pieux de la part de ces gouvernements. Et aujourd'hui, les Palestiniens en fait vivent un peu entre eux, marginalisés de la société libanaise, plus au Liban qu'en Syrie. En Syrie, ils vont être plus, on va dire, ils vont avoir plus de facilité au marché de l'emploi, même si le marché de l'emploi est quand même assez compliqué en Syrie compte tenu de la crise. Mais au Liban, ça va être, il y aura un marqueur. En plus, le fait qu'ils aient participé à la guerre civile, qu'ils aient un peu été le moteur pour la guerre civile libanaise entre 75 et 90, ils vont être mal perçus par certaines populations. Étant donné qu'il y a une crise économique très importante au Liban, automatiquement, le bouc émissaire, ça va être le réfugié palestinien ou le réfugié syrien. Et donc, on va se poser cette question de leur intégration. Est-ce qu'on va leur donner des droits alors que nous-mêmes, les Libanais, vont avoir du mal à vivre et à joindre les deux bouts. Donc c'est là, c'est vraiment en fait, comme vous dites, c'est une sorte de solidarité de façade. Tout le monde est pour la cause palestinienne, mais une fois sur place, dans les pays d'accueil, il y a cette problématique qui est-ce qu'on les aide, mais comment les aider, sachant que nous-mêmes nous sommes en crise. Est-ce que ça serait pas déjà bien de nous aider nous-mêmes avant d'aider l'autre? C'est cette sempiternelle question qui revient, et notamment au Liban, où, selon les dernières estimations, il y a 200 000 réfugiés palestiniens répartis, comme j'ai dit, dans 12 camps, et il y a environ entre 1,5 million et 2 millions de réfugiés syriens. Donc, sur une population totale libanaise de 5 millions. Donc, je vous fais pas un tableau, mais c'est une question qui est très problématique pour bon nombre de Libanais. Ouais. C'est des données qui, forcément, ne sont pas toujours prises en compte par les manifestants pro-palestiniens qu'on voit sur les campus américains et canadiens maintenant. Donc, disons qu'il y a beaucoup de nuances à faire dans tout ça et votre rôle, c'est de nous éclairer justement là-dessus. Une variable importante, évidemment, c'est celle de l'Iran, parce qu'on le sait, le 1er avril dernier, l'armée israélienne a bombardé un consulat iranien en Syrie. Donc, ce qui a été perçu comme évidemment une violation assez claire des conventions diplomatiques, au même titre que la pénétration de l'ambassade mexicaine à Quito par les autorités équatoriennes. Donc, le facteur iranien dans tout ça, l'Iran aussi a riposté avec une attaque de drones notamment, mais finalement, on n'assiste pas dans la région à l'escalade que certains avaient anticipé. Comment intervient la variable iranienne sur le terrain? La variable iranienne sur le terrain, elle intervient surtout avec le Hezbollah libanais, qui est une milice chiite créée par l'Iran dans les années 80, qui aujourd'hui est devenue
omniprésent et omnipotent au Liban, surtout dans le sud du pays. Et c'est là où on voit que outre le conflit à Gaza qui a lieu depuis le 7 octobre, depuis le 8 octobre, donc dès le lendemain de l'opération du Hamas sur les territoires israéliens, il y a le Hezbollah qui a commencé à envoyer des roquettes pour soutenir le Hamas. Donc là, il y a des accrochages quotidiens et c'est l'Iran qui finance et qui arme le Hezbollah depuis les années 80. Et donc c'est une variable que l'Iran joue en termes de dissuasion, une carte qu'elle joue dans sa volonté de continuer à faire pression sur les Israéliens. Les Israéliens bombardent également beaucoup le Liban. Je l'ai expliqué dans pas mal de papiers, dont notamment un prochain papier qui arrivera la semaine prochaine chez vous. Où ils bombardent pas que le sud du pays, ils vont bombarder également d'autres zones où le Hezbollah est présent. Et en gros, l'Iran joue cette carte-là. En Syrie, il la joue moins parce que comme je suis allé en Syrie dernièrement, on sent que l'influence iranienne fait de moins en moins consensus parce que la population syrienne commence à en avoir marre, pas de l'Iran, mais en fait du cycle infernal des conflits. La Syrie sort de plus d'une décennie de conflits depuis la guerre civile de 2011. Ils veulent pas retomber dans un autre conflit qu'ils n'ont pas voulu, même s'ils soutiennent la cause palestinienne. Et ils sont pas prêts à ça parce que le pays est littéralement détruit. Ouais. Donc, parlez-nous rapidement, en terminant, Alexandre Aoun, des 3 papiers qui vous restent à publier chez nous. Bon, vous venez d'en évoquer un. Les 2 autres... Il y a déjà le premier, comme je vous ai dit, sur Baalbek, qui est une ville touristique libanaise mondialement connue pour ses sites et ses vestiges helléno-romains, où cette ville vit du tourisme. Et aujourd'hui, il n'y a plus aucun touriste du fait des bombardements israéliens sur la zone où il y a eu à plusieurs reprises la zone a été touchée. Donc je reviens là-dessus en m'entretenant avec un guide, avec des chauffeurs de bus, etc., qui nous racontent que vraiment la situation est très compliquée pour eux et que ils ont perdu énormément d'argent du fait du conflit. L'autre papier, je reviens sur la population syrienne, comment elle perçoit le conflit à Gaza. C'est un peu pour montrer un peu comme je l'expliquais, un peu ce côté pan-arabe qui revient, mais finalement qui, dans les actions, il n'y a pas grand-chose. Dans le discours, tout le monde est pour la Palestine, mais dans les actions, il n'y a pas grand-chose. Surtout d'un point de vue syrien, et c'est là où je le répétais, il y a peu, c'est que la Syrie sort d'un conflit d'une dizaine d'années où l'économie est totalement exsangue. Ils ne peuvent pas se permettre de se lancer dans un conflit, et puis ils l'ont jamais fait depuis les années 70. Donc ils ont aucun intérêt à le faire. Et puis je l'expliquerai dans mon papier, mais Bachar al-Assad lui-même a reçu des menaces ouvertes d'Israël de ne pas en fait s'ingérer dans le conflit. Et mon troisième et dernier papier, certainement, après peut-être que je resterai à Beyrouth pour continuer mes reportages, mais c'est sur l'impact des réfugiés syriens au Liban. Comme je l'ai expliqué là il y a peu, je disais qu'il y avait entre 1,5 million et 2 millions de Syriens au Liban sur une population de 5 millions. Proportionnellement, c'est le pays qui accueille le plus de réfugiés sur son sol. C'est un petit pays, le Liban. C'est à peine un département français. Il faut vraiment situer géographiquement. C'est à peine plus de 10 000 km². Ce qui est, il y a vraiment une densité de population. Les Syriens, on les voit partout. Ils mendient. Il y a des vols, il y a des assassinats. Il y a beaucoup d'impact négatif sur la population libanaise. La population libanaise qui parfois a même peur d'aller dans certains quartiers parce qu'ils disent que c'est rongé par des bidonvilles ou des ADECO construits à la va-vite par des Syriens. Donc non, il y a vraiment un impact sur la population libanaise, toute confession confondue, que ce soit le chrétien ou le musulman. En fait, il va avoir une sorte de ras-le-bol en disant déjà qu'on est touché par la crise économique. Les Syriens, comme ils sont moins demandeurs en termes de salaire, de pouvoir d'achat, etc., ils vont accepter des petits boulots de rien du tout pour à la place des Libanais. Donc les Libanais vont se sentir totalement désabusés par cette situation-là, et alors que les Libanais, toutes confessions confondues, demandent que les Syriens retournent chez eux. Mais c'est là toute la problématique, c'est de savoir est-ce que ces Syriens veulent retourner chez eux alors qu'il y a encore une sorte de guerre un peu larvée en Syrie. C'est là toute la question. Donc j'expliquerai ça dans mes prochains reportages pour Libre Média. Excellent. Merci Alexandre Aoun d'avoir été avec nous depuis Beyrouth.
Merci à vous pour l'invitation. À très bientôt, merci. Merci. Libre Média, c'est beaucoup plus qu'un site web. C'est votre porte d'entrée dans l'univers médiatique. À Libre Média, nous croyons qu'il faut vous donner les moyens d'accéder aux informations qui comptent pour vous. Gardez une longueur d'avance grâce à nos analyses approfondies et à notre couverture exhaustive. Pour tous les détails, visitez notre site web au libre-media.com. Aimez, partagez, abonnez-vous dès maintenant. Libre Média, parce que vos choix sont importants. Plus près de chez nous maintenant, un autre article qui a été publié sur la plateforme web de Libre Média, www.libre-media.com. C'est un article qui fait le suivi, de l'affaire Patrick Provost, intitulé Vers une autocensure généralisée, point d'interrogation, dans un article écrit par Maxime Prévost. Sur Patrick Provost, il ne faut pas les mêler. Selon lui, Patrick Provost est le 4e universitaire congédié au Canada pour délit d'opinion sur la gestion de la pandémie. Alors, parle-nous un peu de cet article, mon cher Jérôme. Oui, bon, M. Prévost, l'Université d'Ottawa, est le 3e universitaire à réagir sur notre site au congédiement de Patrick Provost, bien sûr, pour prendre sa défense. Donc, c'est quelqu'un qui invite les universitaires de partout au pays à s'élever contre la censure et contre le déclin de la liberté académique. Il pose toutes sortes de questions dans son texte. Évidemment, il revient aussi sur le congédiement de 3 autres universitaires, mais imaginez-vous donc qu'on en a trouvé probablement un 5e, c'est-à-dire un 4e. Donc, M. Provost en serait en fait le 5e professeur d'université à être congédié ou du moins avoir des problèmes sérieux avec son institution en raison de ses opinions sur la pandémie, sur la gestion de la pandémie. Force est de constater, Francis, que ça n'a pas levé tant que ça, pas nos propres articles, là, mais l'affaire Provost en manière générale dans les grands médias. On aurait pu s'attendre à cette semaine à ce qu'il y ait quand même beaucoup plus de bruit. Donc, nous, on va continuer à suivre cette affaire-là. Moi, j'ai tenté cette semaine de rejoindre Jacques Corbeil, là, qui est le fameux professeur de l'Université Laval, qui est soupçonné par des internautes d'avoir fait pression sur l'Université Laval pour faire congédier Patrick Provost. On n'a pas encore tous les éléments. On ne peut pas encore conclure ça à Libre Média. J'ai essayé de le rejoindre. Pour l'instant, je n'ai pas de réponse. Ce serait quand même bien que Jacques Corbeil, si il dément ces rumeurs persistantes sur les réseaux sociaux, quand même se manifeste pour les démentir. Si c'est erroné, c'est erroné. Donc, il y a tout un portrait quand même d'ensemble là, qu'on n'a pas encore aujourd'hui. Il faut rassembler tous les éléments, il faut rassembler tous les morceaux du casse-tête. C'est pas simple. Donc, Libre Média poursuit son enquête là, sur qu'est-ce qui s'est vraiment passé à l'interne. Mais ça va être difficile. Puis si c'est pas concluant, on ne sortira pas un papier non plus pour sortir un papier. Vous savez qu'on travaille de manière très rigoureuse. Mais c'est ça. Pour faire toute la lumière sur les motivations qu'ont conduit l'Université Laval à congédier Patrick Provost, ça prend du temps. Mais c'est pourquoi je dis ça. Je dis ça parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de réactions cette semaine dans les grands médias. On dirait qu'on s'est contenté d'un petit article où on disait, M. Provost est controversé. On disait controversé, évidemment, c'est un mot qui sert à désigner les hérétiques. Donc, quand on est meilleur de prendre la distance avec quelqu'un. Donc, espérons quand même que cette affaire-là va susciter l'intérêt qu'elle mérite là, et qu'elle doit susciter. Mais à ce stade-ci, on voit que ça n'intéresse pas tant que ça les grands médias et par le fait même une population qui n'est pas alertée comme elle le devrait là, par ça, la situation. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, en fait, c'est surtout dans le titre lui-même, l'autocensure généralisée. Alors, qu'est-ce que c'est que cette autocensure, là, selon toi, Jérôme? Pourquoi est-ce que ce serait généralisé? Est-ce que justement le fait que cet article, non seulement un article, mais l'histoire comme telle du congédiement de Patrick Provost ne fait pas partie des nouvelles, est-ce que justement ça participe de cette autocensure qui est décrite dans cet article? Oui, sans doute. Donc, le message est très, très fort, celui qui est envoyé aux professeurs d'université. Donc, ils ne peuvent pas dépasser certaines limites établies par le pouvoir, par le régime. Et déjà qu'au Québec, on est dans une société très conformiste.
depuis des décennies. Si on en rajoute encore plus de contraintes, que ça vienne des ordres professionnels ou des universités, ça commence à faire beaucoup. Et effectivement, l'espèce d'inertie des grands médias par rapport à ça et de la population, d'une grande partie de la population, participe forcément de ce grand mouvement là, de conformisme, d'adhésion tranquille au récit dominant. Donc, on ne veut pas trop faire de vagues. On ne veut pas trop de la chicane, comme on dit au Québec. On n'aime pas trop ça. Mais encore là, je donne un peu le bénéfice du doute aux citoyens lambda, là, c'est-à-dire que si les grands médias font pas leur travail, ils ne seront pas nécessairement alertés par. C'est-à-dire, en théorie, le travail des journalistes, c'est quand même de donner les outils aux citoyens qui leur permettent d'être alertés sur des situations dangereuses pour la démocratie. Et les outils qui leur permettent d'analyser correctement les grands enjeux de société. Là. Donc, de maintenir une conscience sociale digne de ce nom. Donc, si les citoyens ne sont pas rejoints correctement par ces médias qui leur servent finalement une information un peu fast-food, bien forcément, ils ne sont pas correctement nourris intellectuellement, journalistiquement. Et finalement, est-ce qu'ils ont... il ne faut pas trop s'étonner finalement qu'ils ne réagissent pas si l'information ne se rend pas. Donc, évidemment, c'est aux citoyens aussi c'est leur devoir que de s'informer correctement, de varier leurs sources d'information, etc. Mais tu comprends qu'il y a une sorte d'abrutissement généralisé et que si on se concentre sur les vaches écrasées puis tout ça, les chiens écrasés, bon, les vaches égarées plutôt, eh bien, on n'aura pas une conscience sociale qui va nous permettre d'améliorer notre société. Non, c'est ça, ça participe aussi du déclin de la compétence généralisée, là, comme non seulement de la part des médias eux-mêmes, mais aussi de la population elle-même qui ne s'intéresse pas au sujet qui les touche véritablement parce qu'ils n'ont plus les outils pour savoir dénicher les véritables causes du bonheur ou du malheur qui les affecte. Mais un autre élément important, c'est justement l'avenir de l'université dans ce climat, parce que, bon, on en a déjà parlé, les sciences, c'est à la fois l'apprentissage bon, des différentes découvertes qui ont été faites jusqu'à maintenant. Donc, il y a une partie de transmission du savoir et d'accumulation du savoir qui est très, très importante. Donc, c'est une des missions de l'université d'être un des agents principaux de cette transmission du savoir. Donc, ça, c'est clair que ça doit continuer. Mais d'un autre côté, c'est un lieu de recherche. Et donc, lieu de recherche dit lieu de pensée au-delà de ce qui a déjà été découvert. Donc, si on met trop l'accent, et donc je parle qu'il y a une dialectique qui est difficile à tenir et c'est une belle tension qui peut porter de beaux fruits là, entre la transmission du savoir déjà établi et la recherche de nouveautés. C'est quelque chose qui n'est pas nécessairement facile et peut-être il y a un côté psychologique aussi. Certains au tempérament plus conservateur vont s'attarder davantage à la dimension de transmission du savoir de l'université et de l'autre côté, les tempéraments plus, disons, créatifs. Ou libéral, dirions-nous, dans un autre temps, lorsque ce mot n'avait pas été encore dévoyé. Ils mettent davantage l'accent sur la recherche et penser au-delà de ce qui a déjà été découvert. Peut-être que justement le déclin de la compétence de part et d'autre et on pourrait dire, disons, la polarisation aussi qui affecte nos sociétés fait en sorte que de part et d'autre, les deux camps sont disons, incapables de se penser en termes de complémentarité, mais ils se pensent en termes d'opposition. Et on voit aujourd'hui que c'est le conservatisme qui, malgré tous les poncifs de la gauche progressiste qui essaie de montrer à quel point elle est le haut du pavé, finalement, c'est plutôt le conservatisme là, et disons, l'aspect conservateur de transmission du savoir que la primauté dans l'université d'aujourd'hui. Oui. Et effectivement, Francis, je pense que cet état de censure généralisée va nuire à la créativité et même pour la qualité de la formation qu'on donne aux étudiants. C'est-à-dire, c'est important de leur donner une autonomie intellectuelle qui leur permet d'être créatifs. Je pense qu'il va y avoir des répercussions cette censure va avoir des répercussions économiques à long terme parce qu'on sait l'économie a besoin d'innovation. Hein? L'innovation, la créativité, c'est quelque chose d'ailleurs que les Chinois vont avoir la difficulté, je pense,
apprendre aux Américains la créativité, malgré tout ce qu'on observe aux États-Unis. Donc, c'est une formation qui met trop l'accent sur le conformisme et qui ne met plus assez l'accent sur l'autonomie, je pense, va participer à un déclin de la société. Et à long terme, je pense il y aura des effets même économiques à ça. Ah non, c'est clair. On pense au niveau géopolitique, certains craignent toujours la Chine. Moi, ma théorie là-dessus, sur le réveil chinois, c'est tant qu'il n'y aura pas de liberté, ils vont toujours être deuxième parce qu'ils vont toujours être dépendants de la créativité des autres. Donc, Ben, c'est ça, c'est vrai, exactement mon point, effectivement. Donc, on peut penser aussi que c'est pas nécessairement disons, la meilleure stratégie à long terme pour le développement des pays que de forcer le conformisme. Les deux sont importants, la transmission du savoir, disons, la conservation. Je veux dire, 2 plus 2, ça fait 4 et il faut que les enfants sachent faire des mathématiques. Ils doivent apprendre le français, ils doivent apprendre les lettres, ils doivent apprendre la culture qui a été perpétuée à travers les siècles et qui a construit la langue qu'on parle. Donc, c'est extrêmement important, mais en même temps, il ne faut pas que ça soit figé. Et là, on a deux tendances qui sont là et qui n'arrêtent pas on n'arrive plus à comprendre la complémentarité des approches. C'est un peu ça. Puis ça me faisait penser à une psychologue, Marie-Estelle Dupont, qui parle souvent de ça, de ce processus de maturation, de maturité de l'enfance à l'âge adulte. Et une des dimensions de cette maturité-là qu'on acquiert par l'expérience et par disons, la connaissance qu'on apprend à l'école, c'est de voir la complémentarité, arrêter de voir les choses en opposition, mais de les voir comme étant complémentaires. Sortir, pour utiliser l'expression latine, du out, mais et prendre et d'embrasser le et, sortir du ou et embrasser le et, c'est-à-dire oui à la conservation, mais oui à la recherche et à la créativité. Les deux vont de pair et c'est justement quand on arrive à assimiler leur complémentarité de ces deux éléments qu'on arrive à faire une société, au niveau individuel, à être une personne capable d'accomplir, disons, sa mission sur Terre, de devenir, d'exploiter l'ensemble des potentialités qui sont en nous, mais aussi comme société. Mm-hmm. Donc, c'est toujours l'espèce d'aspect psychologique qui est important, là, je pense, pour comprendre les différents enjeux. Là. Il y a un déclin de la compétence, ça se voit aussi en termes psychologiques par le déclin de la maturité. Sur ça, Francis, est-ce qu'on a un grand enjeu de la semaine? Mais je me pose la question. À toi de me le dire. Ben écoute, je déroge un peu à la règle qui veut que ce sont des grands enjeux partagés, diffusés par les médias sérieux. Mais je trouvais ça amusant parce que je suis tombé sur le magazine 7 jours dans une épicerie, le fameux 7 jours, qui déteint de plus en plus en passant, enfin, je trouve, sur le Journal de Montréal et de Québec. On dirait que des fois, quand on lit le Journal de Montréal, est-ce que c'est le 7 jours ou l'inverse? On ne sait plus trop, là. Mais bref, c'est Allo Police. Oui, c'est très tabloïd, hein? Le fameux modèle médiatique anglais, britannique, là. Et on a appris cette semaine que, Éric Lapointe, notre chanteur rocker national, était devenu sobre et un homme meilleur, accessoirement. Donc, le retour de la Ligue de tempérance. Oui, c'est ça. Donc, Éric qui a abandonné, toute forme de consommation d'alcool. Un rocker sobre et transformé, lit-on sur la page couverture. C'est bien, hein, non? Pourquoi pas? Donc, c'est vrai que l'alcool fait des ravages et utiliser les médias pour faire la promotion de la vertu, disons, de la tempérance. Et j'ai aucun problème avec ça. C'est juste que ça nous ramène peut-être à une version sécularisée de ce qu'on avait déjà dans les ligues de tempérance, dans les différentes paroisses un peu partout au Québec. Et donc, on est peut-être... on a de la difficulté comme société peut-être à évoluer et à se rendre justement sur cette autonomie où est-ce que le mieux, c'est de ne pas se rendre au moment où est-ce qu'on a besoin de rentrer en thérapie, hein, peut-être. Oui, Mais, effectivement. disons que nos médias ont encouragé. Mais ça, c'est un autre aspect assez intéressant. Nos médias et la culture en général ont toujours favorisé Éric Lapointe, son style rocker, son style rebelle, son style « Oh, je bois du vin, je bois de ci, bas. » Et là, on s'offusque que de l'avoir encouragé à détruire sa vie.
par des substances, des substances qui affectent à la fois la psyché, mais aussi la santé mentale. On s'offusque qu'il y a eu des mauvais côtés, que d'autres aient subi les affres de cet abus de substances. Et là, je veux dire, à un moment donné, il faut justement la maturité. C'est oui, la tempérance après, mais la tempérance avant aussi. Ça, on a de la misère à les réconcilier, j'ai l'impression. Oui, disons que c'est une question d'équilibre. Oui, exactement. Et dans nos sociétés avec des médias qui nous influencent vers la polarisation, ça va être difficile de réconcilier les deux, j'ai l'impression. Mon cher Jérôme, voilà, c'est tout pour le balado de cette semaine. N'hésitez pas à nous donner vos commentaires ou une note sur les différentes plateformes de balado-diffusion. Cela nous aide beaucoup à faire connaître et rayonner le podcast. Vous êtes également invité à nous rendre visite au libre-media.com et à vous abonner pour la modique somme de 4,99 $ par mois, ce qui nous aide beaucoup à développer notre média indépendance. Vous pouvez également nous rejoindre sur X, TikTok ou si vous êtes à l'extérieur du Canada, ce pays libre et démocratique. Vous pouvez également nous rejoindre par l'ensemble des plateformes du groupe Meta. Jérôme, bon week-end à toi. Merci à toi aussi. Et à vous tous et toutes, merci d'avoir été des nôtres et revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode du Libre Podcast.